Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkia. Dans cette vidéo, on va faire un TP pratique pour la mise en œuvre de la méthode de descente de gradient, ou bien en anglais descent gradient. Nous allons implémenter cette méthode et faire la résolution d'un problème d'optimisation sans contrainte avec une seule fonction, avec une fonction à une seule variable. Ok. Le plan de ce TP est le suivant. Premièrement, on va faire l'implémentation d'une fonction convexe à une seule variable. On va faire un exemple et on va l'implémenter, l'exécuter et voir les résultats bien sûr, les interpréter. On va faire aussi la même chose avec une fonction concave à une seule variable. Une fois qu'on va faire les implémentations, c'est sûr qu'il faut discuter les résultats et les interpréter. Bien. Donc, on a déjà vu, c'est-à-dire j'ai déjà présenté des vidéos sur le concept global ou bien le principe de la méthode de descente de gradient, qui est un algorithme très important et très utilisé dans le machine learning, ou bien dans l'intelligence artificielle. Donc il y a la version basique de l'algorithme de la descente de gradient, et bien sûr il y a beaucoup d'améliorations, il y a d'autres versions améliorées, qui sont, c'est-à-dire plus fiables et plus performantes que la version basique ou bien standard. Bien. Donc c'est sûr que notre objectif est la résolution d'un problème d'optimisation qui est formé d'une seule fonction, c'est-à-dire un problème d'optimisation sans contrainte. Ok. Donc on a notre objectif est la minimisation de cette fonction f de x sur un intervalle, c'est-à-dire qui est inclus dans R. Ok. Bien. Donc globalement, lorsque une fonction est convexe, en utilisant l'algorithme de la descente de gradient, on obtient un et un seul, ou bien on obtient l'optimum global. Okay? Mais lorsqu'elle est concave, donc il y a le risque de tomber dans le piège de l'optimum local. On va voir ça en détail par illustration graphique et bien sûr par l'implémentation avec le langage Python. Donc par exemple ici, ça c'est l'algorithme de descente de gradient qui est basé sur le calcul de la dérivée de la fonction à chaque point xk. C'est un algorithme itératif. Bon, concernant l'algorithme, le principe d'algorithme, l'explication sur le plan principe d'algorithme, je vous envoie vers des vidéos précédentes sur, bien intitulées, la méthode de descente de gradient et la recherche locale. Bien. Parce que la méthode de la descente de gradient est une méthode de recherche locale, bien basée sur la recherche locale et le voisinage, bien sûr. Donc, vous voyez ici qu'on a la notion de, c'est-à-dire ici on a une fonction convexe, ok. Donc, vous voyez que toujours, on a ici, on atteint toujours l'optimum global. Ici, on a un seul optimum global. Donc, c'est à ce niveau-là. On va voir ça lorsqu'on va l'implémenter en Python. Ok, ça c'est l'illustration graphique de la fonction ici f de x qui est égal à x au carré moins x plus 1. C'est une fonction convexe. Bien, on voit ici que le delta f de x, c'est-à-dire le nabla f de x qui est la dérivée ou bien le gradient au point x de f, s'il est supérieur à 0, alors f est croissant dans la direction d, et s'il est inférieur à 0, alors f est décroissante dans la direction d. Donc on voit ici qu'il y a un certain antagonisme. Lorsque la fonction diminue, le gradient augmente. Donc, quelle que soit la direction où on prend le point initial de départ, on atteint toujours notre optimum global. C'est la direction de nabla f de x du gradient qui équilibre cette direction vers le point initial ou vers le point optimal. Bien. Donc ici, je récapitule, si le nabla f de x qui est égal à d est supérieur à 0, alors f est croissant dans la direction d. Et si nabla de f de x qui est inférieur à 0, alors f est décroissant dans la direction d. Si f est différenciable en un point de minimum local x, alors le nabla f de x, ou bien le gradient est égal à 0. Donc le gradient s'annule dans le point optimal. Maintenant, le gradient delta nabla f de x indique la direction et l'importance de la pente au voisinage du xk si la fonction est unidimensionnelle, c'est-à-dire à une seule variable.
Donc le gradient est la dérivée nabla f de xk qui est égal à f' de xk est égal à ce symbole-là. C'est la dérivée de f par rapport à x. Si c'est multidimensionnel, c'est-à-dire la fonction elle a plusieurs variables, alors le gradient est la dérivée partielle de chaque variable. Donc nabla de f est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x1, x2 jusqu'à xn selon la dimension de la fonction. Dans cette vidéo, bien dans ce TP, on va s'intéresser au premier cas, le cas où on est dans le cas unidimensionnel, c'est-à-dire la fonction elle est, c'est-à-dire là une seule variable. Okay? Dans des vidéos qui vont venir, on va faire la même chose, mais avec une fonction avec plusieurs variables, c'est-à-dire dans le cas de multidimensionnel. Okay? Très bien. Donc, la construction essentielle des méthodes de descente repose en effet sur la détermination d'un bon voisinage. Ensuite, suivant la façon de choisir une solution dans le voisinage, on obtient différentes méthodes de recherche locale. Méthode de Tabour, descente de pure, descente stochastique, calcul simulé, ainsi de suite. Donc, vous voyez que toutes les méta-heuristiques comme la méthode de calcul simulé, la méthode Tabour, la méthode de descente avec ses différentes versions sont basées sur la détermination d'un bon voisinage. Donc, comment je vais me déplacer vers le point suivant qui est un voisin par rapport au point courant. Donc, la façon de choisir ce voisinage détermine la performance de l'algorithme. Okay? Qui dit la performance de l'algorithme, c'est le fait de converger d'une façon rapide et efficace vers le point optimal. Donc, si la fonction f est strictement convexe, elle admet un unique minimum local global, x étoile qui appartient à R, et qui est caractérisé par nabla de f de x étoile égale à 0, c'est-à-dire le gradient s'annule au point optimal. Lorsque la fonction elle est convexe, on a un seul minimum global. Si la fonction f est concave, le cas contraire, la méthode de descente de gradient, elle nous donne un certain, c'est-à-dire elle atteint le minimum, mais il peut être local, c'est-à-dire elle peut tomber dans un piège de l'optimum local. On va voir tout ça en détail dans la pratique. Donc on va prendre comme exemple, pour l'implémenter sur Python, la première fonction convexe qui est égale à, on va minimiser la fonction f de x qui est égale à x au carré moins x plus 1 dans un intervalle moins de 2 pour pouvoir voir le résultat. C'est sûr que l'algorithme va prendre deux caractéristiques, c'est-à-dire deux initialisations. On doit initialiser la solution initiale et la valeur de alpha qui est le pas de déplacement, qui est un hyperparamètre, c'est-à-dire la valeur de alpha elle est très importante dans la convergence de l'algorithme. Et bien sûr, c'est un algorithme itératif qui va, c'est-à-dire à chaque itération, calculer le gradient. Et bien sûr, on a des tests d'arrêt puisque c'est un algorithme itératif. Le test d'arrêt, c'est sur la précision de la solution, ou bien, c'est-à-dire lorsque le gradient tend vers 0, ou bien lorsque on fixe un certain nombre maximal d'itérations si la solution prend beaucoup de temps pour être définie. Pour le cas, donc ça c'est la fonction convexe, vous voyez son schéma, donc j'ai pris ce schéma là de mon implémentation en Python. Vous voyez que toujours ça c'est en rouge, c'est la solution optimale et en bleu c'est la solution initiale. Donc on converge toujours vers la solution optimale qui est un seul optimum dans le cas convexe. Dans le cas concave, on va voir l'exemple de la fonction à une seule variable qui est f de x égale à x puissance 4 moins c x au carré plus x plus 10, toujours dans l'intervalle moins de 2. Donc vous voyez ici que sur une fonction concave, alors elle contient deux minimums. On a ce minimum là qui est un minimum global et on a ce minimum là qui est un minimum local. Donc justement, si c'est selon le choix de la valeur de la solution initiale qu'on va trouver, c'est-à-dire on va éviter la solution initiale, c'est-à-dire le piège du minimum local. Donc si jamais on va prendre par exemple la solution initiale à ce niveau-là, donc c'est sûr qu'on va obtenir ce minimum. Donc c'est le minimum global, c'est bien, c'est le top. Mais si jamais on va prendre la solution initiale à ce niveau-là, donc ça va converger directement, bien sûr, par l'application de la méthode de descente de gradient vers un optimum local. Donc on tombe dans le piège de l'optimum local. Ok, c'est-à-dire l'algorithme s'arrête. Donc vous voyez que c'est le même principe de l'algorithme de descente, mais puisque la fonction est convexe, donc elle peut tomber dans le piège de l'optimum local selon le choix de la solution initiale. Bien. Donc ça c'est le schéma que j'ai emprunté à mon implémentation en Python. Vous voyez que lorsque j'ai choisi la solution initiale à ce niveau-là, j'ai obtenu le point initial ici, le point optimal qui est l'optimum global. Très bien, c'est ce qu'on veut. Mais ici, le fait que j'ai choisi la solution ici à ce niveau-là, donc elle va converger vers cet optimum local. Donc la fonction tombe
ou bien puisque la fonction elle est concave, la méthode de descente tombe dans le piège de l'optimum local ici, parce que la solution initiale était mal choisie. Donc vous voyez qu'il y a l'importance, c'est-à-dire les deux paramètres, la solution initiale et le pas de déplacement qu'on nomme alpha, le choix de leur valeur est primordial pour cet algorithme. Parce que c'est selon le choix de ces valeurs-là que l'algorithme converge vers l'optimum global et aussi évite le piège de l'optimum local ici. Okay? Ça, c'est le piège de l'optimum local. Que veut dire le piège de l'optimum local? J'ai déjà parlé ça dans d'autres vidéos sur les heuristiques et les méta-heuristiques. C'est le fait que, selon le principe de l'algorithme, il va minimiser la fonction objectif lorsqu'il va trouver un minimum dont le gradient égal à 0, donc il va finir, c'est-à-dire l'itération, et il va déclarer ce point-là comme le point, comme la solution. C'est une solution, mais elle est locale, ok? Mais en réalité, ce qu'on veut, nous, l'objectif de notre résolution, c'est d'atteindre le minimum global. Très bien. Donc, on va passer à l'implémentation. Donc, j'ai lancé mon Anaconda ici. Donc, vous voyez que j'utilise l'Anaconda et puis j'utilise l'édition de tête Jupyter. Donc, j'ai déjà chargé mon programme ici parce que le programme que j'ai déjà écrit le programme pour ne pas rendre la vidéo très longue plutôt. Donc, j'ai nommé mon programme descente gradient, ok, c'est ce programme là. Donc ici je charge les bibliothèques dont j'ai besoin. Donc parce que je vais faire du graphisme, je vais illustrer différentes courbes. Donc j'utilise le matplotlib, je vais importer le module pyplot de matplotlib et aussi j'ai besoin de NumPy pour les calculs numériques. Et ça c'est la fonction random. On ne sait jamais, pour faire des choix aléatoires des fonctions, des solutions initiales. Dans mon cas, j'ai ici déclaré les deux fonctions. La première fonction ici, vous voyez, qui est concave, la fonction x4 moins 5x au carré plus x plus 10. Et aussi, il y a la fonction x au carré moins x plus 5 qui est la fonction convexe. Donc, on va commencer par la fonction convexe. Donc, ça, je les ai désactivés en les rendant des commentaires. Parce que je vais commencer par le premier cas de la fonction f de x. Donc, je définis la fonction f de x comme étant x au carré moins x plus 1. Et puis, je vais définir son gradient qui est la dérivée première de cette fonction. Donc, c'est 2x moins 1. Bien. Donc, une fois que j'ai défini ces fonctions-là, je vais... Bon, ici, j'ai déclaré ces tableaux-là G, S et K pour, c'est-à-dire sauvegarder les différents gradients calculés tout au long des itérations ici, et aussi garder les différents points solutions et garder, bien sûr, le f de s, le k. Donc, ça c'est pour pouvoir l'utiliser pour les illustrations graphiques. Donc, et puis je vais définir une fonction qui s'appelle descente, qui a comme paramètre f la fonction à minimiser, df le gradient de la fonction, x la solution initiale, et epsilon qui est la précision. Vous voyez ici, je recherche le minimum d'une fonction f par descente de gradient, df doit être la dérivée de f, x est la valeur initiale, x0, alpha est le taux d'apprentissage qui détermine la rapidité de la descente. Par défaut, on va le prendre 0,01, mais on va le varier pour voir le changement de l'algorithme vis-à-vis de la valeur de alpha. Parce que l'alpha, il est qualifié par être un hyperparamètre parce qu'il a un impact essentiel sur la convergence de l'algorithme et on va voir par la pratique. On a aussi le epsilon EPS et la précision souhaitée. Par défaut, on va la prendre à 1 sur cette valeur-là qui est, c'est-à-dire 0,00001. Et puis, bien sûr, on prend le max itération qui est le nombre maximum d'itération. Par défaut, on va prendre 1000. C'est dans le cas où l'algorithme prend beaucoup de temps pour converger. Donc, on va, c'est-à-dire arrêter le processus. Donc, vous voyez que ici, cette fonction-là, elle a comme, donc on va fixer l'epsilon à 1,9 et le max itération à 1000 itérations. On peut toujours les changer selon la fonction utilisée. Donc ici, je vais déclarer bien sûr le grade qui est de la df de x, c'est-à-dire je vais calculer le premier gradient et je vais bien sûr prendre une boucle. Ça c'est pour pouvoir, c'est-à-dire j'utilise ici le fig plt figure
fix size égale 15 pour visualiser le processus itératif de l'algorithme de descente. Donc ici, la boucle, tant que ABS, grade est supérieur à epsilon, tant que le gradient tend vers 0, c'est-à-dire il est supérieur à 0, on va y réitérer. Lorsqu'il va atteindre le 0, ou bien il va être proche à 0 à un certain epsilon qui est égal à 1e-9, donc on arrête le processus. Bien. Ici, il y a un test, if i est supérieur à max itération, return none. Dans le cas où le processus ici itératif prend beaucoup de temps, donc on va l'arrêter avec un nombre maximum d'itérations pour, c'est-à-dire arrêter le processus, et il va retourner none, c'est-à-dire le programme était trop long vis-à-vis des valeurs initiales qu'on a pris, le x0 et le alpha. D'accord? Donc je vais ici appeler la fonction avec un alpha est égal à 0,01 pour un début, et je vais bien sûr afficher les différentes itérations, l'itération et la solution. Puis je vais visualiser ça par Matplotlib avec c'est-à-dire une illustration graphique. Très bien, ça globalement c'est-à-dire j'ai expliqué le programme de façon globale parce que l'algorithme de la descente il est simple de la descente. Il est très simple, c'est-à-dire la version basique, mais on peut toujours l'améliorer et l'optimiser en injectant des heuristiques pour le calcul de la solution initiale par exemple, des heuristiques pour la détermination de la meilleure valeur de alpha qui est adaptée à notre fonction. Donc il y a, c'est-à-dire des efforts à faire pour améliorer l'algorithme. Donc je vais Shift Entrée, exécuter, décharger mes librairies, très bien. Puis je vais compiler ma fonction de la descente, et ici je vais faire l'appel de la descente. Shift Entrée. Donc, vous voyez qu'ici, ce qu'on a ici, cette montre, bien ça veut dire qu'elle est en train d'exécuter. Vous voyez qu'il prend un petit peu de temps. Donc on a ici, avec alpha égale à 0,01, l'opération est égale à 982, et la solution est égale à 0,4999, c'est-à-dire presque 0,5. Ok, il a pris 982 itérations. Donc ça c'est l'illustration graphique. Donc vous voyez ici en couleur, ça c'est les différents points. Chaque point, on a commencé avec le point initial ici qui est égal à 0,3. D'accord? Et vous voyez qu'il est en train d'itérer. Donc ça c'est un choix aléatoire de x0. On a pris 0,3 aléatoirement. Le choix de la solution initiale, c'est-à-dire on n'a pas une, comment dirais-je, un algorithme, bien une façon déterministe pour choisir le point initial. C'est aléatoire. D'accord? Donc on peut à ce niveau-là utiliser des heuristiques pour le bon choix de la solution initiale. Bien sûr, par exemple, en exploitant les connaissances sur la fonction, on peut juger d'un point qui peut être bon comme solution initiale. Ça, c'est un travail de recherche. Donc, vous voyez ici qu'il a pris 982 itérations. Dans chaque itération, il va déterminer une solution. Donc ça, c'est les xi, bien les xk. Ici, c'est xk avec k égale à 0, xk avec k égale à 1, 2. Vous voyez que la fonction, elle se minimise, c'est-à-dire elle diminue, elle décroît. OK? Et puis, jusqu'à atteindre ici en genre le point initial, ou bien l'optimum global, parce que c'est une fonction convexe. Okay? On est dans le cas de la fonction x au carré moins x plus 1, c'est-à-dire on est dans ce cas-là. Okay? La fonction, on a commencé avec cette fonction convexe. Donc son point, elle admet un seul point optimal qui est ce point-là, ce minimum-là, qui est égal à presque 0,5. Bien, donc très bien. Donc ça c'est l'illustration graphique et on a 982 solutions avec le point 0.3. Bien. Maintenant, on va faire Shift Entrée. Ici, j'ai fait, c'est-à-dire l'illustration graphique entre la fonction f de x à minimiser, qui est en rouge, et le gradient de la fonction. On voit que si la fonction diminue, le gradient augmente. Ok, ça c'est l'illustration des deux courbes, la fonction et son gradient. Ok. Et puis ici, on va illustrer, c'est-à-dire le gradient au point final, c'est-à-dire ici, puisque j'ai affiché ici le x et le f de x qui est en bleu, le PLT scatter solution f de solution qui est en point bleu, la solution de la fonction, le point minimum, et puis j'ai illustré le x et le df de x, c'est-à-dire le gradient de la fonction. Vous voyez, ça c'est une droite parce que la dérivée c'est une droite. Et puis
j'ai illustré le point optimal, c'est-à-dire au niveau du gradient. Donc, c'est le PLT scatter solution DF de solution. D'accord? Donc, cela montre que si la fonction diminue, le gradient augmente pour atteindre la solution optimale. Et au niveau de la solution optimale, le gradient est égal à 0. Bien. Maintenant, ici, c'est-à-dire on peut ici savoir la valeur du gradient pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, on va afficher le gradient pour voir sa solution. Ici, on peut faire un printf. En intégration la solution, on va voir le gradient. Virgule, on va ajouter la valeur de grade. Donc, gradient. Normalement, c'est la valeur grade. Je sais pas, ici, c'est grade, c'est d de f de x. Donc, c'est la valeur grade. Je vais refaire l'illustration. Essayer de prendre du temps, on va voir. En train d'exécuter. Tant qu'on a ce symbole là, c'est-à-dire l'algorithme est en train d'être exécuté. Les notes define. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre G2I peut-être, parce que je vais sauvegarder dans le tableau G. Très bien. Vous voyez ici que le gradient il tend vers 0. Vous voyez, il tend vers 0. C'est 0,00000 jusqu'à... Il tend vers 0. Et pourquoi on s'est arrêté à cette valeur-là? Parce qu'on a fixé le epsilon ici. Si le grade est supérieur à epsilon, on a fixé le epsilon précision. Parce que l'epsilon ici, comme je viens de le dire, l'epsilon est la précision souhaitée par, c'est-à-dire pour pouvoir... obtenir la solution. Donc lorsque le grade, c'est-à-dire pour avoir grade égal à 0 à 100%, c'est pas facile au niveau numérique ici, parce que la machine, toujours il y a des troncatures dans le calcul, parce que la représentation numérique bien réelle sur la machine est toujours, c'est-à-dire incomplète. Donc on obtient la solution à une certaine précision, bien à une certaine exactitude, donc à un epsilon près, vous voyez. Donc epsilon c'est la précision. Vous voyez ici que le grade il tend vers 0. D'accord? Gradient il tend vers 0. Très bien. Bien. Comme on vient de le voir ici. Bien. Maintenant, je vais visualiser la fonction et son grade. Ici, qu'est-ce que je visualise? Le côté, c'est-à-dire convexe. Vous voyez que on a la fonction ici convexe, c'est le x au carré moins x plus 1. Et puis, vous voyez, la solution initiale, elle est à ce niveau-là. C'est 0,3. Et on a ici la solution initiale, c'est-à-dire le minimum global. C'est toujours obtenu dans le cas convexe. Ici, c'est l'illustration du gradient, parce qu'on sait que le gradient ici, puisque on a une fonction de second degré, c'est-à-dire x au carré, donc le gradient qui est f' de x, c'est x. C'est 2x moins 1, donc c'est une droite. Très bien. Ici, je vais faire la variation des alpha par, qui est le pas de déplacement. Je vais prendre des valeurs différentes de alpha et voir s'il y a un impact sur la convergence. Donc on va prendre un tableau des variations de alpha. Donc on va prendre 0,01, 0,02, 0,2, 0,12 et 0,4. Et on va afficher les différentes solutions pour voir. OK? Donc Shift Entrée. Donc vous voyez qu'on a le alpha avec 0,01. Il est en train de s'exécuter, on va attendre. Très bien. Donc vous voyez qu'ici, avec l'alpha 0,01, l'itération c'est 1001. Donc, on a solution à 1001, c'est-à-dire qu'il a atteint le nombre maximum d'itérations. Donc, solution non. Il a pris beaucoup de temps pour arriver à la solution initiale, parce qu'on a fixé le maximum d'itération est égal à 1000. Parce qu'il faut, c'est-à-dire, on voudrait la solution dans un temps raisonnable. Donc, avec 0,01, dans le cas de cette fonction convexe,
on a, c'est-à-dire il a dépassé, c'est-à-dire il s'exécute dans un temps très long. Pour 0,02, vous voyez qu'il s'est arrêté à une itération qui est égale à 509. Il a trouvé la solution 0,5. À 0,2, il a pris que 42 itérations. Donc lorsqu'on a agrandi l'alpha, on a une meilleure, c'est-à-dire un meilleur temps. C'est-à-dire on a pris que 42 itérations par rapport à 0,02 lorsque le pas était très petit. Donc on avait 509 itérations. Lorsque le pas était un petit peu plus grand, 0,2, on a 42 itérations. Donc on a trouvé la solution initiale, finale, 0,5. Lorsqu'on a pris 0,12, on a pris 77 solutions. Lorsqu'on a pris 0,4, c'est-à-dire lorsqu'on a pris de grands pas, on a 14 solutions. Bon, c'est bien. C'est-à-dire, on remarque ici, dans ce cas, dans le cas de cette solution, parce que vous allez voir que pour le cas convexe, c'est le contraire. Lorsqu'on va agrandir, lorsqu'on va se déplacer avec de grands pas, on va diverger. Donc, vous voyez ici qu'avec le grand pas, 0,4, on a pris, c'est-à-dire dans un temps égal à vraiment 14 itérations, on a trouvé la solution. Donc, par curiosité, je vais prendre ici, par exemple, 0,9. Je vais très agrandir le place parce qu'on sait que l'alpha, il appartient à 0, 1. C'est une valeur entre 0 et 1. Donc, c'est 0, 0, 1, 0, 2, jusqu'à 0, 0, 9, 0, 9. Donc, je vais prendre 0,9, la dernière valeur, on va voir, on va réexécuter, shift entrée, voir si dans le cas d'un grand pas, alpha qui est égal à 0,9, qu'est-ce qu'il va nous donner. L'essentiel pour les premiers résultats, on a déduit que lorsqu'on se déplace avec des grands pas, le temps il est minimum, c'est-à-dire il est petit, et on atteint la solution. Mais ça reste toujours relatif, parce que vous voyez ici, avec un alpha est égal à 0,2, on a obtenu 42 solutions. Avec un alpha est égal à 0,9, on a trouvé la solution, mais dans un temps plus grand, 94. Donc vous voyez ici, on ne peut pas dire que c'est bien de prendre des petits pas, c'est-à-dire on se déplace avec des petits pas, c'est mieux. Ou bien se déplacer avec de grands pas, c'est plus mieux. On ne peut pas le dire ça. Ce sont les tests. Donc dans ce cas-là, on voit que lorsqu'on a agrandi le alpha à 0,2, on a trouvé 42. Mais lorsqu'on l'a agrandi d'une façon plus grande, 0,9, on a trouvé 94 itérations. Et tout à l'heure, avec alpha est égal à 0,4, on a trouvé, vous voyez ici, si on va, je vais prendre ici 0,4. Donc entre le 0,4 et le 0,9, 0,4 c'est un pas de déplacement grand, mais s'il est plus grand, ça donne beaucoup d'itérations. Donc c'est le médium. Donc vous voyez, avec alpha égale à 0,4, on a trouvé 14 itérations. Donc pour trouver la solution, on a pris 14 itérations. Pour alpha égale à 0,9, on a trouvé 94 itérations. Donc ça veut dire qu'il faut prendre, dans ce cas-là, pour cette fonction, on doit prendre alpha vers les alentours de 0,4, 0,5. Ok? Très bien. Je vais prendre par exemple 0,5 pour voir mieux. 5, shift entrée. C'est toujours bien de... C'est-à-dire la phase de test pour tout algorithme, elle est très importante pour l'étudiant, mais pour le chercheur, parce que c'est c'est-à-dire selon les résultats obtenus qu'on peut juger sur la performance et l'efficacité de l'algorithme. D'accord? Vous voyez, avec alpha égale 0,5, on a pris que 2 itérations. Très bien. C'est très bien. 2 itérations pour atteindre le maximum. C'est le minimum. Très bien. Vous voyez que la solution, elle est vraiment, c'est-à-dire totale. C'est 0,5. Bien. L'exact. C'est bien. Ça, c'est... c'est-à-dire, c'est... comment dire? Vous voyez qu'on a pris le point dans le côté... c'est-à-dire le x dans le côté où la fonction, elle est croissante. Donc, vous voyez, le gradient diminue. Lorsque la fonction est croissante, le gradient diminue pour arriver vers la solution optimale ici qui est en bleu. Très bien. Donc je vais voir. Vous voyez, c'est à chaque fois, chaque itération, il va. Donc, vous voyez que pour ça c'est 14 itérations. Pour le 0,4, on n'a que, ça c'est le 0,4. Pour le 0,5, on n'a que 2 itérations. Ici, très bien. Ici, la variation de x0, donc le deuxième paramètre, c'est, donc on a vu ici, en variant les valeurs de alpha, on a pu voir que si le alpha est dans les alentours de 0,5, 0,4, on a une meilleure, c'est-à-dire vous voyez que pour
alpha égale à 0,5, on n'a que 2 itérations. Donc la meilleure, c'est-à-dire la meilleure valeur pour cette fonction qui est égale à x au carré moins x plus 1, la meilleure valeur de alpha qui est l'hyperparamètre ou bien le paramètre d'apprentissage, c'est le 0,5. Mais vous allez voir que pour d'autres fonctions, ça va changer. Les tests vont donner d'autres valeurs. Donc le alpha, la valeur de alpha, elle est adaptée selon le cas à étudier. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire une valeur générale. Ça serait le top, hein, si on connaît une valeur de alpha générale, fixe, qui rend chaque, c'est-à-dire algorithme de la descente de gradient efficace pour quelle que soit la fonction. Vraiment, ça sera le top. Hein. Ça, c'est toujours un domaine de recherche. On peut, c'est-à-dire pour un début, prendre des heuristiques qui calculent cet alpha-là. Et cette heuristique, bien sûr, elle doit être déduite de la structure de f de x. Bien. Maintenant, on a varié le alpha, on va varier le x. On va variation de x, la solution initiale. Donc, on peut prendre le cas 0, moins 1,5, 1,7, 1,8, 2, et on va voir. Donc, selon la variation de x0, donc x0 égale à 0, on a 84 itérations. On trouve la solution. Pour x0 égale à moins 1,5, la même chose. C'est-à-dire, si on va prendre le x0 dans le cas où la fonction diminue, elle est croissante, donc c'est toujours, donc le gradient, il est décroissant, et on va converger vers l'optimum global. Si la fonction, ou bien la solution initiale, elle est dans le cas où la fonction, dans le côté où la fonction, elle est croissante, le gradient va diminuer, va être décroissant, et on obtiendra toujours la solution. Donc ici, l'itération est égale à 101. Avec x0 égale à 107, on a 98 itérations. Avec le x0 égale à 108, on a 99. Et avec le x0 égale à 2, on a 99. Donc vous voyez que selon le x0, aussi, il a un impact sur la rapidité de l'algorithme, aussi l'exactitude de la solution. Parce qu'ici, on a trouvé 0,49 et ici, on a trouvé 0,5 avec des valeurs plus. Ici, c'est-à-dire, vous voyez que les valeurs sont différentes. Ça, c'est l'illustration graphique, vous voyez, de chaque... Là, c'est les points générés durant le processus itératif de l'algorithme. Ça, c'est la deuxième illustration. C'est-à-dire, ça, c'est les 99 itérations. Dans chaque itération, on a un point. Et vous voyez que le pas change selon le x0 ou bien le x obtenu dans chaque itération. Le pas de déplacement change. Pas le pas de déplacement, c'est-à-dire le moins alpha delta de x. Ou bien nabla de x. Parce qu'ici, on a, récapitulant, on a la solution. La nouvelle solution, vous voyez, le xk est égal à xk moins alpha k nabla de f de xk. Donc c'est ça cette valeur-là qui est, c'est-à-dire les coordonnées de x changent selon cette valeur-là. On a le nouveau itéré, c'est xk moins alpha de k, le déplacement, la valeur du pas de déplacement, nabla f de xk, le gradient. Ok. Bien, donc, bien. Très bien. Qu'est-ce que j'ai implémenté aussi? Ça, c'est... normalement, c'est bon. Ça c'est... Donc, j'ai fait j'ai fait des tests en variant la valeur initiale. Donc, j'ai vu qu'elle a un impact sur le résultat, sur le plan rapidité et sur le plan... c'est-à-dire la rapidité de l'algorithme et sur le plan exactitude de la solution finale, c'est-à-dire de l'optimum global. La même chose pour la variation de alpha, qui est le pas de déplacement. On a vu qu'il a un impact très important sur la convergence de l'algorithme. Ok, très bien. Donc je vais faire maintenant le cas concave. Je vais traiter la deuxième fonction. Donc je vais rendre cette fonction-là comme étant un commentaire. Je vais la désactiver avec le symbole commentaire. Et je vais considérer la deuxième fonction qui est une fonction concave. La fonction f de x est égal à x4 moins 5x au carré. Oui, x4 moins 5x au carré plus x plus 10. C'est une fonction concave. Donc j'ai défini la fonction et j'ai défini le gradient de la fonction en élément d de f. Ok, qui est la dérivée partielle, qui est la dérivée par rapport à x de f de x. Donc je vais traiter ce cas.
Donc, pour les étudiants, le travail que je laisse aux étudiants, vous avez vu que j'ai fait mes tests avec la fonction f de x qui était dans le cas convexe ici, avec f de x égale x au carré moins x plus 1, dans l'intervalle moins de 2. Donc, vous pouvez récapituler les différents résultats avec un tableau ici. Vous prendrez différentes valeurs de alpha, vous voyez le alpha. Vous prenez ici le nombre d'itérations qui est un paramètre indicatif sur la rapidité de l'algorithme, la solution, la valeur de la solution, l'exactitude, la coordonnée de la solution, donc le x et le f de x qui est y, et le gradient. Et vous allez varier le alpha pour voir l'importance, bien l'impact de alpha sur la convergence de l'algorithme. Donc l'interprétation doit être sur ce contexte. Alpha est un hyperparamètre pour l'algorithme de la descente de gradient, donc c'est sûr qu'il a un impact sur les résultats. Il faut le toucher avec les valeurs initiales, avec les valeurs de test. Il faut les récapituler ici dans un tableau et écrire l'interprétation en détail. Ça, c'est une façon organisationnelle de la présentation de votre rapport TP. D'accord? On va faire la même chose pour le x0. On va varier le x0. On va fixer le alpha et varier le x0. On va prendre des valeurs différentes de x0, voir le nombre d'itérations, la solution obtenue, la coordonnée de la solution, y égale de x et le gradient. Bien sûr, le gradient doit tendre vers 0 ici, parce que c'est la solution optimale. Donc le gradient tend vers 0. On va interpréter aussi l'interprétation dans le cas de la variation de x0, va c'est-à-dire tourner vers le contexte que le bon choix de la solution initiale est important sur la performance de l'algorithme. Bien, la performance des résultats, on a touché ça pratiquement. Donc on va faire la même chose avec cette fonction concave qui est égale à x4 moins 5 x au carré plus x plus 10. On va voir lorsqu'on va, c'est-à-dire que le choix de la solution initiale va nous mener à un piège comment dirais-je, de l'optimum local. Dans le cas concave, on risque de tomber dans le piège de l'optimum local. Parce que la descente de gradient, la méthode, ou bien le principe de l'algorithme de la descente de gradient, c'est de descendre vers le premier point minimal, vers le premier minimum local ou global. Donc si on choisit le point initial à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va aller vers ce premier point, premier minimum local, il va tomber dans le piège du minimum local. Si on va choisir le point initial ici ou bien ici, c'est sûr qu'il va atteindre l'optimum global. Le choix de la solution initiale dans le cas concave, il est très très important, ou bien il est essentiel sur c'est-à-dire la convergence de l'algorithme. Donc j'ai pris le cas de la fonction concave ici, d de f de x et d de c'est-à-dire f de x et le gradient de f de x. Donc je vais compiler très bien et maintenant je vais lancer l'exécution. Donc on a un temps ici, il prend un petit peu de temps. Donc vous voyez ici que très bien. Donc il a atteint la solution 1,52 avec un alpha est égal à 0,01. Vous voyez ici que le gradient il est négatif parce qu'on a le pris dans le cas, c'est-à-dire croissant, donc c'est moins 0,000, donc il tend vers 0 dans le cas où la droite elle est croissante, parce qu'on a dit que la fonction est croissante. On a dit que si la fonction est croissante, le gradient est décroissant, et le cas contraire. Donc il a pris 140 itérations et la solution est égale à 1,52, qui est la solution qui est l'optimale. L'optimum, on va voir si c'est l'optimum global ou bien local. On va voir ici dans l'illustration graphique. Donc vous voyez ici, ça c'est la solution. Ça c'est la fonction f de x en rouge. Et en bleu c'est le gradient. Vous voyez que si la fonction elle est ici, si la fonction elle est décroissante, le gradient il est croissant. Si la fonction elle est croissante, le gradient est décroissant. Ça c'est l'illustration graphique qui montre cette règle. Si la droite est croissante, le gradient est décroissant. Si la courbe f de x est croissante, son gradient est décroissant. Et si la courbe f de x est décroissante, son gradient est croissant. Donc ici, vous voyez que la solution, ça c'est la solution initiale et ça c'est la solution optimale. Normalement, ça c'est la solution globale, c'est le 1,62, c'est le minimum global. Mais vous voyez que le choix de cette solution initiale, qui est égal à 0,3, nous a mené vers un minimum local. Donc on est tombé dans le piège du minimum local. Je vais terminer les illustrations et je vais changer la solution initiale. Vous voyez ici, normalement il est en train d'exécuter, ça c'est l'illustration. Ça c'est l'illustration. Je vais relancer l'exécution.
Ça, c'est la variation, très bien. Ah, ça, c'est, vous voyez, l'illustration graphique. Donc, si on a ici notre, en bleu, c'est la solution, c'est la fonction f de x. Vous voyez qu'on a choisi la solution initiale à ce niveau-là. C'est, donc, automatiquement, la fonction objective va se minimiser. Donc, elle va tomber dans le premier minimum local rencontré. Donc, c'est le piège du minimum local. Alors que la solution globale, c'est cette solution-là, c'est ce minimum global. Mais malheureusement, le mauvais choix de la solution initiale nous a mené vers le premier minimum local. Donc, on est tombé dans le piège du premier minimum local rencontré par l'algorithme de la descente de gradient. Donc, vous voyez, donc on va voir après lorsqu'on va changer la valeur initiale. Ça, c'est la solution, bien sûr, c'est l'illustration graphique du gradient. Donc, vous voyez, c'est le contraire. C'est-à-dire, ici, où la fonction elle est croissante, le gradient il est décroissant. Lorsque la fonction elle est décroissante, le gradient il est croissant. Donc, l'illustration graphique montre cette règle mathématique. Maintenant, je vais faire les variations de alpha, le pas de déplacement, vis-à-vis de cette fonction concave. Donc, vous voyez ici, pour alpha égale 0,01, c'est l'illustration graphique. Pour alpha égale 0,01, on a 120 itérations et il a atteint la solution 1,52, l'option global local. Pour alpha égale 0,02, on a 55 itérations, on a trouvé le 1,52, l'optimum local. Pour alpha égale à 0,2, lorsqu'on a, vous voyez, entre 0,02 et 0,1, on a fait un grand pas. C'est-à-dire on a agrandi la valeur de alpha de façon grande. Donc on a pris une très grande valeur par rapport à 0,01 et 0,02. On a pris 0,2, donc vous voyez, on a ici un problème. Résultat tout large, on a des x trop grands. Donc l'algorithme s'arrête. Vous voyez ça, c'est dans le cas, on a pris le alpha égale à 0,01. Ça, c'est le cas dans le alpha égale à 0,02. Dans le cas où alpha égale à 0,2, il divergeait. On a une divergence, résultat tout large. Le overflow, un overflow. Ok, error, overflow error, lorsque la capacité, c'est-à-dire de calcul, elle est dépassée. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La variation de x est 0. On va voir maintenant, on fixe le alpha 0,01 et on va choisir, on va varier la valeur initiale. Donc, on va voir ici. Vous voyez, pour x0 égale à 0, on a 1001. Donc, ça dépasse. On n'a pas de solution. La même chose. Pour le x0 égale à 1,7, on a trouvé la solution dans 100 itérations. Pour x0 égale à 1,8, c'est 100 itérations. Et x0 égale à 2, 100 itérations. On a atteint la solution du minimum local. D'accord? Donc, cela montre l'importance de la solution initiale vis-à-vis de la fonction concave. Le choix d'une mauvaise solution initiale va nous mener vers un minimum local. Donc, on tombe dans le piège du minimum local. Je vais changer ici. Par exemple, je vais prendre une solution qui est égale ici, parce que la solution initiale ici que j'ai pris, c'était 0,3. Je vais prendre moins 1,7, par exemple. Ok, c'est-à-dire une solution dans ces alentours-là. Donc, moins 1,7. Et je vais voir ce que je vais obtenir. Donc, vous voyez, on a trouvé la solution moins 1,62, c'est l'optimum global. Ok. Donc, 87 itérations avec alpha égale à 0,01, on a obtenu l'optimum global. Donc, on a évité le piège de c'est-à-dire de l'optimum local. Grâce à quoi? Bien sûr, grâce au bon choix de la solution initiale, qui, bien sûr, la même chose comme le alpha. On n'a pas une garantie à un bon choix de la solution initiale. C'est une heuristique, c'est aléatoire. Mais on peut toujours investir par les recherches et le travail et les tests, investir pour trouver des heuristiques, bien sûr, qui exploitent la structure du problème d'optimisation pour donner une heuristique qui s'adapte au problème et nous choisit une bonne solution initiale. Donc, c'est sûr qu'on va converger vers l'optimum global et éviter le piège de l'optimum local. Très bien, donc très bien, on a trouvé le 1,6. On va voir ça en illustration graphique, que c'est l'optimum global. Vous voyez ici, tout à l'heure on a eu l'optimum local ici, maintenant on l'a obtenu ici parce qu'on a pris la
bonne solution initiale. On va le revoir l'illustration ici. J'ai montré, vous voyez ici l'illustration. Ça c'est la fonction avec son gradient. En bleu c'est la fonction f de x et en rouge c'est le gradient. Donc, on revoit toujours la notion que lorsque la fonction croît, le gradient décroît. Et lorsque la fonction décroît, le gradient croît. Lorsque la fonction décroît, le gradient croît. Lorsque la fonction croît, le gradient décroît. Okay? Donc ici, je vais visualiser le choix de la fonction, bien de la solution initiale. Donc vous voyez ici, le fait que j'ai choisi la solution initiale à ce niveau-là, vous voyez que j'ai obtenu l'optimum global qui est la solution optimale. Ici, c'était la solution local, parce que c'est un minimum local, mais maintenant c'est un optimum global. Je vais rechanger vers par exemple moins 2 pour mieux voir qu'on a choisi une bonne solution. Je vais exécuter la descente de gradient avec la valeur moins 2 ici, moins 2, et voir ce que j'aurai comme solution. Donc le moins 2, vous voyez qu'on a 93 itérations et on a obtenu l'optimum global avec une précision ici, moins 0,000, ainsi de suite. Donc ça c'est, je vais voir l'illustration ici, donc c'est toujours le gradient et la fonction. Maintenant sur le plan visuel, ici, vous voyez ici, lorsque j'ai choisi ici la solution initiale, le bon choix de la solution initiale, vous voyez de ce côté-là, donc on a ici la solution initiale. On a obtenu l'optimum global. Vous voyez qu'on a fait un très bon choix de la solution initiale. Même si on va prendre la solution initiale du côté ici, le côté, c'est-à-dire croissant de la fonction, le gradient va être décroissant et on va revenir vers l'optimum global. Je vais prendre ça, maintenant on va prendre la valeur moins 1 par exemple. Pour voir la valeur moins 1. Donc vous voyez que la phase de test elle est très importante parce que c'est avec cette phase là qu'on peut juger sur la performance de l'algorithme. Je vais prendre moins 1. Donc vous voyez que moins 1, donc on a dans 100 itérations on a obtenu l'optimum. Ça c'est la visualisation du gradient. Maintenant je vais visualiser la solution. Vous voyez, on a choisi la solution initiale ici en bleu du côté où la fonction elle est croissante, mais grâce au gradient qui va prendre la valeur décroissante, on va reconverger vers l'optimum global. Vous voyez, ça c'est la caractéristique importante de la descente de gradient, puisqu'elle utilise le gradient, donc elle exploite cette notion mathématique. Lorsque la fonction est croissante, son gradient est décroissant. Lorsque la fonction est décroissante, son gradient est croissant. Donc cette règle mathématique, elle rend l'algorithme de la descente de gradient important et convergent aussi. Okay? Donc très bien, vous voyez qu'il converge toujours vers la solution optimale, qui est le minimum global. Bien, ici, on va faire la variation des alphas. Donc avec la variation des alphas, vous voyez qu'avec alpha 001, on a trouvé... bon, on a terminé. Donc, la variation des alphas. Je vais revoir. Donc on a 0,01, on obtient le minimum local. 0,02, on a le minimum local. Ok. Franchement, avec 0,02, ça diverge. Donc on va voir ici l'illustration graphique pour mieux voir. X0 égale moins, donc quand X0 égale à 0, ça dépasse l'opération. X0 égale moins 1,5, pas de solution. X0 égale à, on va voir ici la fonction, moins 1,5, donc on est revenu vers l'optimum local. Ok,
Et les valeurs prises ici, c'est 0, moins 1,5, 1,7, 1,8, vous voyez. Donc si je vais prendre ici le moins 1,5, tout à l'heure j'ai pris moins 2. Je vais prendre moins 2 pour voir s'il va me donner de ces alpha ici, c'est la solution le global. Toujours l'optimum local. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là. Si je moins 1, ça va égal à moins 1. Je vais pour avoir l'optimum global, parce que je vois ici avec ces valeurs de source initiale, on est toujours vers l'optimum local. Avec x égale à moins 1, on obtient l'optimum global. On va voir. Il dépasse tout à l'heure. Vous voyez, c'est avec la solution 1,7, 1,8, 2, il obtient toujours la solution, c'est-à-dire le minimum local. Ici, le minimum global n'est pas atteint. Ok, on va voir pourquoi. Très bien. Donc, vous voyez, avec la valeur moins 1, on a obtenu l'optimum global, moins 1,62. Avec moins 1,5. Avec moins 1,5, on a obtenu 90 itérations, l'optimum global. Avec 1,7, dans 110 itérations, on a obtenu l'optimum local. On est tombé dans le piège de l'optimum local. La même chose pour 1,8, la même chose pour le 2. On est tombé dans l'optimum et le piège de l'optimum local parce qu'on a choisi une solution initiale dans le côté, c'est-à-dire le mauvais choix de la solution initiale. Ça, c'est l'illustration graphique durant l'itération. Bien sûr, je vais exécuter toujours ici. Très bien. Bien. Donc, cela termine mon exposé ou bien mon TP sur l'implémentation d'un cas d'une fonction, de la minimisation d'une fonction à une seule variable dans le cas convexe et dans le cas concave. Ok. Et selon les premiers tests, on voit que la méthode de descente de gradient, c'est un algorithme à base mathématique qui converge vers l'optimum local. Donc lorsqu'on a un seul optimum local, on a une fonction convexe, donc il converge toujours vers cette solution globale. Mais lorsqu'on a une fonction concave où on a plusieurs minimums locaux, donc on a le risque de tomber dans le minimum local ici. D'accord. Donc le cas de la fonction concave, il faut investir pour injecter des heuristiques pour éviter le piège de l'optimum local, qui est, c'est-à-dire un point négatif pour toutes les heuristiques et les méta-heuristiques, le piège de l'optimum local, c'est-à-dire on obtient une solution approximative qui est loin de la solution globale. Ok. Donc on investit c'est-à-dire on exploite notre problème d'optimisation considéré pour proposer des heuristiques améliorantes de ce déficit, de ce problème qui est le problème du piège local. Dans le cas de la descente de gradient, on peut jouer sur deux paramètres, sur le bon choix de la solution initiale et le bon choix du pas de déplacement alpha, qui sont deux paramètres importants pour la convergence de l'algorithme. Et aussi, alpha est appelé hyperparamètre parce qu'il est très important pour c'est-à-dire comment dirais-je, convergence de l'algorithme. Donc la même chose pour la fonction concave ici, vous allez c'est-à-dire récupérer les résultats qu'on a obtenus ici dans l'expérimentation avec Python et les
rédiger ici sous forme d'un tableau avec les différentes variables d'alpha, les itérations, les solutions, les gradients, et bien sûr interpréter pour montrer l'importance de le choix du alpha vis-à-vis de la convergence et d'éviter le piège de l'option locale. La même chose pour la variation de la solution initiale. Il faut faire des tableaux récapitulatifs et interpréter. C'est ça le résultat d'un bon TP. Il faut récapituler, bien récupérer les résultats sur les tests de votre programme. Donc il faut faire beaucoup de tests et des tests bien sûr efficaces ou bien significatifs. En général, on étudie c'est-à-dire on utilise des benchmarks, c'est-à-dire des bibliothèques qui se trouvent dans les références bibliographiques, des bibliothèques de tests. On va voir ça dans des résultats, dans des vidéos qui vont venir, comment je vais exploiter les benchmarks pour tester mes programmes. Ça, c'est quelques références bibliographiques que j'ai utilisées pour présenter pour préparer ce TP. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a ici dans le cas convexe, c'est ça, cette fonction-là, la fonction x au carré moins x plus 1, on a étudié le cas convexe ici en implémentant sur le Python. On a varié les pas de déplacement et les x0. On a vu ici que le bon choix de x0, bien de alpha, c'est entre 0, 0, 1 et c'est-à-dire de 0, 0, 1 jusqu'à 0, 0, 2. C'est un bon alpha pour ce cas-là. Pour le x0, on a vu que le bon choix c'était 0,03, une valeur positive. Pour le cas de la fonction concave x4 moins c x carré plus x plus 10, on a vu que le bon choix de alpha c'est vers les 0, 0, 1 aussi. Et bien sûr le x0 c'est moins 2, moins 1,7. Okay. Donc il faut récupérer, c'est-à-dire récupérer ces résultats sur le tableau et interpréter. Donc cela termine notre programme. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, il faut toujours partager avec vos collègues et vos amis pour que tout le monde c'est-à-dire peut utiliser ses connaissances dans son travail. Merci, à la prochaine vidéo.